Premièrement, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui, là. Merci pour l'opportunité de partager mon étude. Je vais pas réinventer la roue aujourd'hui. Je pense qu'on a beaucoup appris à date dans toutes les conférences qui étaient super intéressantes, là. Je pense notamment à Tara, je crois, et à Samuel, là, qui ont déjà parlé de certains éléments liés avec la communauté LGBT. Mais je vais quand même revenir là, sur les prévalences, pour faire un espèce de portrait là, avant de mener au traitement. Alors, moi, mon projet, désolé, je clique et ça change pas de diapo. OK. Moi, mon projet, il porte évidemment là, sur une adaptation d'un autotraitement en ligne basé sur la thérapie cognitivo-comportementale pour la communauté LGBT. Donc, pourquoi s'intéresser à l'agression sexuelle chez les personnes qui appartiennent à la diversité sexuelle? En fait, dans une étude pan-canadienne qui a déjà été nommée là, par les autres conférences, on a observé que la prévalence des agressions sexuelles sont plus importantes chez la diversité sexuelle que chez les personnes hétérosexuelles. Fait que, par exemple, une femme issue de la diversité sexuelle sur deux avait vécu une agression sexuelle depuis l'âge de 15 ans, contrairement à environ une personne sur trois chez leurs homologues hétérosexuels. Pour les hommes de la diversité sexuelle, c'était un homme sur quatre qui avait vécu une agression sexuelle depuis l'âge de 15 ans, contrairement à un homme hétérosexuel sur 10. Aussi, il y a d'autres études là, qui ont identifié comme facteur de risque à vivre des agressions sexuelles l'appartenance à la diversité sexuelle. Donc, c'est des prévalences qui sont quand même assez importantes là, pour la communauté LGBT. Pour ce qui est de l'agression sexuelle chez les personnes trans, bon, dans le cadre de mon étude, j'ai dû faire des regroupements comme un peu n'importe quelle étude. Et les personnes trans, dans ma catégorisation, ça inclut également les personnes non binaires, puisque selon les études, c'est souvent ça qui est fait également. Puis, quand j'ai fait ma revue de la littérature, j'ai fait un constat que les études n'étaient pas toutes d'accord là, au niveau des résultats de l'agression sexuelle puis de la prévalence chez les personnes trans. Donc, ça varie beaucoup, là. Il y aurait entre une personne sur quatre et entre une personne pardon, 4 personnes sur 10 et 7 personnes sur 10 qui auraient vécu un épisode de violence sexuelle au cours de leur vie et qui s'identifient comme trans. Alors, ça change beaucoup, là. C'est quand même des proportions assez importantes et variées selon les études. Donc, plus d'études seraient nécessaires là, pour avoir une meilleure idée de la prévalence au Québec. Il y a plusieurs enjeux qui sont liés avec l'agression sexuelle chez la communauté LGBT. Je vous les nommerai pas toutes là, par souci de temps. Mais bon, il y en a déjà qui ont été nommés comme les viols dits correctifs, et c'est des gros guillemets là, qu'on met à correctif. Donc, je vous rappelle, c'est vraiment des agressions qui vont avoir lieu pour corriger, avec encore une fois des très gros guillemets, l'orientation sexuelle de la personne non hétérosexuelle pour qu'elle devienne hétérosexuelle. Donc, ce genre d'agression-là serait plus prévalente chez la communauté des personnes lesbiennes et des personnes bisexuelles. Pour ce qui est des personnes gays, euh, bon, le fait de vivre une agression sexuelle, ça arriverait qui se ferait attribuer des caractéristiques plus féminines, donc qui seraient moins en mesure de répondre à leur identité de genre si, par exemple, s'identifier aux normes masculines. Pour les personnes trans, il est possible qu'elles vivent une exacerbation de la dysphorie de genre, comme les agressions sexuelles sont surtout liées avec les organes sexués et qu'elles font également dans plusieurs cas partie de la dysphorie de genre. Ça se peut que ça vienne exacerber là, les difficultés liées à la dysphorie. Pour ce qui est des enjeux communs, il y a les micro-agressions que je ne rentrerai pas dans le détail, mais il y a le dévoilement forcé qui est quand même assez intéressant là, chez la communauté LGBT. En fait, ça se définit, le dévoilement forcé ou le outing, là, ça se définit comme l'acte de dévoiler des détails sur l'identité sexuelle et ou de genre d'une personne sans son consentement. Ce type de dévoilement peut la mettre à risque de vivre de la discrimination, des agressions physiques, verbales ou psychologiques de la part de ses proches comme sa famille, ses amis, mais également de la société. Pour les personnes s'identifiant comme bon, lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, là, c'est un enjeu commun là, parmi les différentes identités. Pour ce qui est des symptômes psychologiques suite à une agression ou à des agressions sexuelles, les personnes LGBT auraient
plus de symptômes psychologiques. Quand on parle des symptômes psychologiques, on réfère surtout aux symptômes liés aux troubles de stress post-traumatique, à des symptômes dépressifs, anxieux, aux difficultés de sommeil également, comme l'insomnie et les cauchemars. Donc, quand on compare avec des échantillons hétérosexuels et cisgenres, les personnes LGBT auraient des symptômes plus sévères. Les croyances homophobes et biphobes, une fois internalisées chez les personnes qui ont vécu des agressions sexuelles et qui s'identifient à la communauté, seraient liées avec des symptômes de TSPT plus sévères selon certaines études. Ça serait associé également à des comportements suicidaires et parasuicidaires comme l'automutilation plus fréquents et plus chroniques et sévères, à une estime de soi plus faible comme on peut observer chez différentes populations là, qui vivent des agressions sexuelles, et à une augmentation de la consommation d'alcool, de drogue, des comportements sexuels à risque comme les relations anales non protégées, et du risque de révictimisation, c'est-à-dire de revivre une agression sexuelle dans le futur. Bon, maintenant que ces personnes-là ont vécu une agression sexuelle, comment on peut les aider? Ça, c'est une très, très bonne question. Donc, je suis allé voir un peu qu'est-ce qui était recommandé pour les agressions sexuelles et la thérapie cognitivo-comportementale, donc TCC, je vais utiliser ce terme-là pour le reste de la présentation, a été déterminée efficace et est recommandée pour le traitement de diverses problématiques liées aux agressions sexuelles comme le TSPT, la dépression, l'anxiété, l'insomnie et les cauchemars. La TCC, elle se base sur trois domaines d'intervention principaux, puis je rentrerai pas dans le détail, mais bon, il y a les cognitions qui c'est surtout lié aux pensées, aux croyances fondamentales. Il y a les comportements, ce que les personnes vont faire ou agir. Et il y a les émotions, comment elles vont se sentir, par exemple, plus de la peur, de la détresse, bref, des différentes émotions. Cependant, les études se basent surtout sur des échantillons hétéro-cis-normatifs. Donc, pour les populations sous-représentées, puis on peut élargir là, au-delà de la communauté LGBT, on peut se poser la question si ces interventions-là peuvent être efficaces. Quand on se demande, bon, est-ce que les personnes vont chercher des services, ben, on se rend compte qu'il y a des barrières à la demande d'aide chez les individus LGBT qui ont vécu des agressions sexuelles. Par exemple, chez la personne qui a vécu l'agression, elle peut avoir des croyances homo, bi ou transphobes, comme par exemple, c'est normal qu'il y ait plus de violence entre deux hommes, puisque c'est des hommes dans la masculinité hégémonique. Donc, ces croyances-là pourraient nuire à son dévoilement et à la reconnaissance de l'agression qu'elle a vécue. Il y a également le principe de double ou de triple dévoilement, donc de dévoiler premièrement l'agression à un intervenant, son identité de genre non cisgenre, pardon, et son orientation sexuelle non hétérosexuelle. Donc, ça pourrait mener là, à une anticipation d'aller chercher des services. Chez les intervenants, certaines études ont remarqué que les intervenants, surtout les intervenants hommes, attribuaient plus de plaisir aux agressions sexuelles lorsqu'elles ont lieu dans un contexte de relation intime ou amoureuse entre deux hommes. Donc, c'est un biais qui a été observé dans certaines études. Chez, chez certains intervenants hommes, encore une fois, puis bon, c'est présent également chez les femmes à une moins haute prévalence, il y aurait possiblement de l'hostilité ou une insensibilité envers l'identité dans certains cas. C'est des cas qui sont plus rares, mais qui sont très détrimentaux là, pour les personnes qui vivent l'agression sexuelle. Au niveau des services, les services peuvent être parfois peu ou pas du tout adaptés pour la communauté LGBT. On pense par exemple pendant de nombreuses années, les seuls services au Québec étaient surtout adaptés pour les femmes qui ont vécu une agression sexuelle dans un contexte hétéronormatif, les femmes cisgenres. Donc ça peut mener là, à des barrières aussi pour l'accès aux services. Donc, nous, aujourd'hui, on va parler d'autotraitement parce que les TCC, on le sait que c'est efficace, mais ça peut être difficile d'avoir accès à un psychologue. Bon, on le sait dans le contexte actuel en psychologie, là, que les services sont plutôt limités et qu'il manque de main-d'œuvre. Donc, il y a peu de services. Comment on peut améliorer l'accès aux services pour la communauté, mais aussi pour les personnes en général, c'est en faisant des autotraitements en ligne. La TCC en ligne a été testée dans diverses études et elle est jugée efficace et les progrès se maintiendraient un an après la fin de la thérapie. Chez les personnes ayant vécu des agressions sexuelles, il a été observé dans différentes études qu'il y avait une réduction des symptômes anxieux, dépressifs et de TSPT, mais comme tout auto-traitement qui nécessite beaucoup de motivation et d'adhérence au traitement chez les personnes qui vont l'utiliser, des fois ça peut être difficile pour eux de le faire au long cours.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autotraitement qui est l'autotraitement résilient. Il y a sûrement certains intervenants dans la salle virtuelle qui ont déjà entendu parler de notre autotraitement. C'est un traitement qui est modulaire, qui est basé sur la TCC, comme celle qui est offerte par des psychologues en personne. Quand on parle de traitement modulaire, c'est qu'il y a différents modules que les personnes peuvent accéder librement là, selon ce qu'elles souhaitent. Par exemple, quelqu'un pourrait faire les modules sur le sommeil, trouver que son amélioration est adéquate et quitter la plateforme par la suite, comme une personne pourrait faire l'ensemble des modules. Donc, des modules sur la dépression, sur l'insomnie et les cauchemars, sur les symptômes dépressifs et également un module d'introduction et de conclusion pour la prévention de la rechute. Il y a également une boîte à outils avec différents exercices là, qui sont intégrés dans la plateforme. Pour l'instant, Résilient a été créé et adapté pour les femmes ayant vécu une ou des agressions sexuelles par des hommes. Nous avons, je crois, quelques exemples là, inclusifs, mais la plateforme ne va pas traiter d'enjeux spécifiques aux populations stigmatisées ou surreprésentées. Alors maintenant, la question qu'on se pose dans mon laboratoire avec Geneviève Belleville, en fait, c'est comment qu'on peut adapter notre autotraitement pour la communauté LGBT, mais également pour d'autres communautés. Barrera et ses collègues ont développé un modèle pour les populations stigmatisées ou sous-représentées. C'est vraiment un modèle en format de proposition là, pour créer une adaptation qui est plus efficace pour la population spécifique. Le modèle se divise en 5 étapes. La première étape, c'est d'évaluer la plateforme non adaptée par des utilisateurs et des experts, donc des personnes qui vont passer de fond en comble la plateforme pour voir premièrement à quoi ça ressemble et faire des commentaires. Ensuite, ça va mener à une première version adaptée. On va intégrer des gens dans l'adaptation, des utilisateurs, des survivants, des experts aussi, des personnes d'organismes communautaires, etc., dans la création de cette adaptation-là. Et ensuite, ça va être un projet pilote qui va être formé pour tester l'efficacité des premières adaptations, ce qui va mener à une version optimisée puisque les données d'efficacité vont être documentées ainsi que les sources d'adaptation possibles lors de la troisième étape. Puis, ça va mener à la création d'une version optimisée et pour finalement mener à la cinquième étape, à un essai randomisé contrôlé, donc une grosse étude rigoureuse qui va venir documenter l'efficacité de la version adaptée dans les différentes étapes. Dans le cadre de mon projet, moi, c'est plutôt les 3 premières étapes qu'on va réaliser pour la communauté LGBT. Donc, mon projet, son but finalement, c'est de développer une adaptation d'un autotraitement en ligne ciblant les différents symptômes que j'ai parlé un peu plus tôt. Pour ce faire, on va venir documenter les commentaires et les suggestions des participants et évaluer l'efficacité de la plateforme non adaptée sur la réduction des symptômes. Donc, ça, c'est notre premier objectif. Par souci de temps, je vais vous épargner les critères d'inclusion et d'exclusion, mais si jamais ça vous intéresse, là, ils sont tous notés sur la diapo. Je veux juste vous dire que nous allons recruter, pardon, 20 individus LGBT, 5 par identité, pour venir faire la plateforme, récolter leurs commentaires et voir comment elle pourrait être améliorée pour la communauté LGBT. Donc, au niveau des critères d'inclusion, c'est des personnes majeures, là, puis au niveau des critères d'exclusion, c'est tout ce qui pourrait avoir un impact sur l'efficacité du traitement. Au niveau du matériel, on utilise vraiment des questionnaires qui sont validés en français et qui sont reconnus là, en psycho et qui sont utilisés dans plusieurs études. Pour la mesure des symptômes, c'est tous des questionnaires validés qui vont venir mesurer les symptômes de TSPT, de dépression, d'insomnie, des cauchemars et d'anxiété. Les mesures d'expérience utilisateur, c'est des questionnaires qui sont utilisés dans le domaine du design utilisateur. C'est pas des mesures qui sont validées, mais c'est des mesures qui sont très utilisées. Les versions françaises l'ont été traduites par des experts. Puis, on va faire des entrevues avec ces participants-là pour récolter des entrevues qualitatives, là, bien sûr, pour récolter leurs commentaires et voir les sources d'amélioration possibles. Donc, on va faire un canevas d'entrevues là, qualitatives à partir de nos expertises. Pour ce qui est de la procédure, il y a premièrement des entrevues d'éligibilité réalisées au téléphone où les personnes vont avoir un questionnaire d'éligibilité à remplir avec un intervenant. Et tous leurs informations sociodémographiques, pardon, vont être complétées et récoltées là, pour documenter la plateforme. Puis, il va y avoir une mesure par des questionnaires que je vous ai présentés un peu plus tôt, des symptômes pré-traitement. Ensuite, ils vont compléter le traitement et après chacun des modules qu'ils vont compléter, ils vont avoir des mesures de symptômes.
À la fin du traitement, ils vont avoir les mesures de symptômes post-traitement pour avoir un comparatif. Et également, les mesures d'expérience utilisateur vont être utilisées à ce moment-là. Donc, ceux que je parlais tantôt, là, qui sont utilisés en design utilisateur. Et les entrevues post-traitement vont vraiment documenter les données sur l'utilité, l'acceptabilité et la faisabilité pour les individus LGBT. On va récolter leurs commentaires et les suggestions d'amélioration, comme je disais tout à l'heure. Pour ce qui est du deuxième objectif, c'est de co-développer une version améliorée. Donc, je vous réfère vraiment là, au modèle que je vous ai présenté un peu plus tôt, avec des intervenants, mais également des personnes survivantes. Donc, je vous présente brièvement les participants. C'est composé de deux groupes de travail composés de deux membres universitaires, des étudiants ou des étudiantes, deux spécialistes du vécu, donc des collaborateurs qui ont soit complété la plateforme au premier objectif ou dans un projet antérieur du laboratoire et une personne représentante de la pratique clinique ou communautaire. Encore une fois, par souci de temps, je vais vous épargner les critères d'inclusion et d'exclusion, mais juste pour vous dire là, qu'ils doivent avoir vécu des agressions sexuelles là, pour les spécialistes du vécu, une agression ou des agressions, ils doivent s'identifier à la communauté LGBT. Et pour la personne représentante de la pratique clinique ou communautaire, elle doit avoir une expérience au sein de la communauté LGBT qui a vécu des agressions sexuelles. Pour ce qui est des procédures et des analyses, on va avoir des rencontres bimensuelles pour une durée de 3 mois, donc 6 rencontres où chacun des modules va être présenté en profondeur lors des focus group. Donc, on va récolter les commentaires, le contenu des rencontres va faire l'objet de verbatim, puis on va analyser ce qui est le plus fréquent au niveau des commentaires et des suggestions d'amélioration. Les deux groupes vont avoir lieu là, dans les prochains mois. Pour ce qui est du troisième objectif, c'est de tester la version adaptée. Donc, c'est vraiment sous le format d'un projet pilote avec un petit nombre de participants. On a 8 individus LGBT qui vont être recrutés, dont une femme lesbienne, une femme bisexuelle et une femme trans, un homme gay, un homme bisexuel et un homme trans, et deux personnes non binaires qui ont fait une transition. euh, Bon, pas une transition nécessairement, une opération, quoi que ce soit, mais on parle vraiment d'une transition d'un genre à la non-binarité. Euh, Puis pour les critères d'inclusion, c'est les mêmes qu'au premier objectif, sauf pour les symptômes cliniques où on veut vraiment des symptômes cliniques. Donc, c'est un niveau de 33 là, au PCL5 pour les symptômes de TSPT. Pour ce qui est des critères d'exclusion, c'est la même chose qu'au premier objectif. La procédure est un peu plus complexe, donc l'évaluation de l'éligibilité se fait selon les mêmes mesures là, que je vous ai présentées tout à l'heure pour le premier objectif. Ensuite, les participants et participantes vont être randomisés à 3 phases de base. Des phases de base, c'est des phases où on va observer leurs symptômes grâce au PCL5, qui va être une mesure quotidienne. On va observer leurs symptômes sans intervention pour vraiment être en mesure de les comparer et de voir leur évolution au fil du temps. Donc, on va avoir 3 semaines, 4 semaines et 5 semaines. Bon, ça, c'est pas encore immuable là, au niveau du projet. Là. Ça se peut qu'on change un peu les semaines pour mettre plus de différence. Mais pour ce qui est des phases de base, elles vont être randomisées, là, ces personnes-là, à 3 délais là, qui vont être déterminés un peu plus tard. Et ensuite, une fois que la phase de base est complétée, les personnes vont avoir accès au traitement qui est le traitement résilient adapté selon les deux premiers objectifs. Encore une fois, on va faire des mesures là, des symptômes après chacun des modules, des mesures pré-traitement et post-traitement pour pouvoir comparer l'efficacité sur les symptômes. C'est ce qui me mène, puis je pense que j'ai été quand même assez rapide là, au niveau de mon contenu, mais c'est ce qui me mène à parler des projets en cours. Peut-être que certaines personnes d'entre vous ont entendu parler de nos projets, mais au sein du laboratoire, nous avons en ce moment 3 gros projets financés par divers organismes subventionnaires. Le premier, c'est un projet qui porte sur un test d'efficacité de la plateforme Résilient pour les femmes ou les personnes non binaires pour qui une intervention développée pour les femmes pourrait être adéquate. Donc, c'est en cours. On recrute ces personnes-là qui ont vécu une ou des agressions sexuelles pour ce projet. Elles ont accès gratuitement à la plateforme si elles sont jugées éligibles et elles vont avoir soit un suivi ou soit être dans la condition autogérée, là, puisqu'on veut comparer la sécurité de l'intervention.
Pour ce qui est des hommes, on a également un projet qui a débuté dernièrement, un projet de ma collègue Lydia Gamache, que peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler, qui vise à recruter des hommes ou des personnes non binaires, encore une fois selon les mêmes modalités, qui ont vécu une ou des agressions sexuelles pour qu'ils aient accès à la plateforme adaptée pour les hommes et qu'on puisse venir tester l'efficacité de cette plateforme-là au sein de ces deux types de personnes-là. Ensuite, on a un projet qui porte plus sur l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est pas une étude de traitement à proprement parler. C'est une étude où les gens vont voir certains éléments de notre traitement et vont nous dire si c'est jugé adéquat. Donc, ils vont vraiment venir documenter là, leur impression et leurs suggestions d'amélioration. Et par la suite, là, selon leurs critères et leur éligibilité, ils peuvent participer aux deux études de traitement. Donc ça, c'est toujours une possibilité. Si jamais, comme il y a beaucoup d'intervenants et d'organismes là, dans la salle, je me permets de faire un peu de promo pour notre projet. Si jamais vous êtes intéressé à en entendre parler, vous pouvez toujours nous communiquer là, à Info Résilient ou scanner le code QR là, qui est présent dans la diapo. Puis, ça va vous mener là, directement à nos informations pour pouvoir soit référer des personnes, soit vous inscrire à la plateforme ou même l'utiliser dans votre organisme. Là, ça peut toujours être une possibilité. Fait que je vous invite à nous communiquer si jamais vous voulez plus d'informations à ce sujet. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Alors voilà, très brièvement, mon projet. Je vous remercie pour votre temps aujourd'hui. Puis si jamais vous avez des questions, ben je suis présent.